Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode pilote de la série Featuring, une série d'interviews avec les partenaires du réseau Compendium, où le principe est de discuter un peu de divers sujets, généralement en rapport avec le domaine d'activité de nos locuteurs. C'est aussi l'occasion de parler de leurs projets et de faire la promotion de leur structure, le tout dans un cadre simple, détendu, un peu comme une discussion amicale autour d'un bon café. Avant de commencer l'interview, étant donné que c'est le premier épisode, je me permets d'expliquer ma démarche en tant que représentant de Compendium. Je m'appelle Nicolas, et Compendium est mon entreprise. Mon but est de référencer et de promouvoir divers acteurs émergents dans les domaines de la culture, du divertissement ou encore du multimédia. Il s'agit d'un réseau professionnel où à terme je compte rassembler différentes associations, entreprises et indépendants, et où je souhaite mener entre autres diverses opérations et projets pour soutenir leurs ambitions et les aider à gagner en visibilité. À chaque fois en description, je vous mettrai les liens vers les réseaux sociaux du locuteur interrogé, ainsi que vers sa page mise à disposition sur mon site web-compendium.net, que je vous invite à visiter bien évidemment. Si jamais le format vous plaît, n'hésitez pas aussi à laisser un like, à partager la vidéo et à me faire des retours dans l'espace commentaire. Et sur ce, nous pouvons commencer. Donc du coup, notre invité du jour, c'est Jean-Marc de l'entreprise JMCell, alias Papa de mon côté, car oui, c'est effectivement mon père. Bonjour Papa. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Bien et toi? Eh ben écoute, très bien. Il fait beau, il fait pas trop chaud, on est tranquille. Non, Voilà. ça va, pour l'instant il fait pas trop chaud. Il fait pas trop chaud, hein. Les différents auditeurs qui vont tomber sur la vidéo, ils vont se dire putain le mec il commence avec son père. C'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, mais on a tous les deux une structure, on bosse tous les deux ensemble, on se voit un petit peu régulièrement au niveau de l'avancée de nos projets respectifs. Et donc du coup, naturellement, comme Jean-Marc, alias Papa, bien évidemment, fait partie du réseau Compendium, et que c'est même le tout premier partenaire de Compendium en finale, eh ben, autant commencer par lui, hein, autant avoir de la matière. Surtout que bon, on a déjà essayé de faire une première prise et comme un couillon, hein, j'ai oublié d'activer l'enregistrement, hein, ça arrive, voilà comment ça se passe quand on commence un petit peu dans le métier. J'ai absolument aucun passé de journaliste, hein, donc vous êtes prévenus déjà de base. Rassure-toi Nico, il y a des premières fois à tout. J'ai des petites anecdotes de mon côté qui sont pas piquées des verres et tu en connais certaines qui peut-être feront rire ou sourire nos auditeurs. Bah écoute, si tu veux, on en parlera juste après, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, le principe de l'émission en elle-même, donc comme j'ai dit, c'est de faire ta promotion, de parler un petit peu de tes projets. On va parler aussi de divers sujets qui soient d'actualité ou non. Des sujets qui sont passés, des sujets qui sont encore en cours. Et le principe, c'est quand même de rester dans cet esprit de... Comme si on discutait autour d'un bon café, le fait d'avoir de la spontanéité. Du coup, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Eh ben nickel, on va pouvoir commencer avec cette première question, hein. Bien évidemment, il y a pas grand monde, je pense, qui va lire cette vidéo, qui te connaît réellement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et présenter notamment ta société? Qu'est-ce que tu fais avec? Alors, moi, c'est Jean-Marc, hein, le papa de Nicolas. Accessoirement, je suis d'origine, j'ai fait un CAP d'ébéniste, mais je suis quelqu'un d'autodidacte. Et je me suis très vite trouvé une passion pour l'informatique. Et donc, j'ai fait pendant quelques années du dépannage informatique que je continue encore à l'occasion. Et justement, je me permets de rebondir. D'ailleurs, par le biais de nos discussions, n'hésite pas aussi à m'interrompre pour pouvoir ajouter quelque chose ou me corriger aussi si jamais je dis des conneries, hein, ça peut arriver. T'inquiète pas, je te rattraperai si tu dis des bêtises. Voilà, nickel. Ça c'est bien. J'ai toute ta confiance. Voilà. Mais du coup, comme tu as dit, donc du coup, juste petit aparté, hein, tu as dit que tu avais une passion pour l'informatique, que tu as notamment une deuxième structure, hein, donc ta première structure JMCell est ton auto-entreprise, et tu as donc une deuxième auto-entreprise qui s'appelle Informatique GMB, qu'on présentera dans une émission future.
donc là c'est juste une aparté pour mon cursus un petit peu, et pour dire aussi que cette structure informatique JMB, elle existe depuis longtemps et je l'ai montée aussi parce que dans ma vie, je suis tombé, pas amoureux, mais presque, d'un métier qui est le service client et que j'ai appris dans une société qui s'appelle SFR, pour ne pas la nommer. Mhm. Et donc, où j'étais chargé de clientèle et ce rapport à la clientèle m'a fait évoluer à titre personnel auprès de gens et j'adore vraiment ce métier-là de rendre service aux clients. Là encore, actuellement, tu es dans une entreprise, donc du coup, pour ton travail principal, hein, en tant que salarié. Mmh. Tu es chargé de service client, tu es responsable de service client au sein de cette entreprise. C'est un métier que tu fais depuis la fin des années 90, de mémoire. Depuis environ à peu près 12-13 ans, c'est ça? Oh, plus que ça fait 15 ans que je fais ça, depuis 99 en fait. Ouais, ça fait 13 ans, ouais. 13 ans. Non, 99, ça fait 20 ans, hein, qu'on soit d'accord. Ça fait 23 ans que je fais ça en fait. 23 ans, oui, Euh, j'ai oublié un 10, hein. Bon, c'est pas grave, euh, ça sera coupé au montage, bien évidemment. ou pas, on verra. Ou pas, non, Non, mais non, pour le petit effet comique, vas-y, je te laisse continuer. non, ça fait 23 ans que je suis dans le service client. Alors, j'ai été chargé de clientèle pendant près d'une dizaine d'années. Et puis après, j'ai eu dans diverses sociétés des postes de responsable. Et comme tu le disais, dans la société dans laquelle je suis employé actuellement, en parallèle de mon entreprise individuelle JMCL et informatique JMB, je suis aussi responsable donc de ce service support. JMCL, c'est différent. JMCL, c'est en 2020, enfin un petit peu avant, en 2019, j'ai rencontré une personne sur un jeu vidéo en ligne qui s'appelle Célia. Célia, qui elle vient d'un univers totalement différent du mien. Hein. Je rappelle que je suis ébéniste quand même au métier au départ. Ouais. Ah, t'as pas mal dérivé quand même, hein. Ouais, c'est clair. Elle est styliste de mode et elle manie bien la couture, mais surtout elle sait très très bien dessiner et elle sait maîtriser totalement Photoshop, Illustrator, qui sont des logiciels graphiques nécessaires dans ce projet que l'on a eu ensemble. Et donc en 2020, en juin 2020, on a lancé JMCL, partant du principe que chez JMCL, tout est réalisable, excusez-moi. La seule limite, c'est votre imagination. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on pense que les gens peuvent avoir des idées, mais ne savent pas forcément les mettre en page. Et c'est la grande qualité de Célia, c'est son écoute pour pouvoir proposer aux clients ce qu'ils ont dans leur tête. Mhm. Et ça, c'est un premier point que je trouve déjà, moi, de mon côté, très intéressant, mais qui peut être aussi intéressant à l'ensemble des auditeurs et des auditrices. C'est le fait, effectivement, donc comme tu as dit, hein, la seule limite, c'est votre imagination. Vraiment, de pouvoir aller au maximum dans la personnalisation et de coller au plus aux attentes et aux demandes des clients. Ça, c'est un objectif que vous souhaitez réaliser. Tout à fait. Alors là, évidemment, on ne présente pas réellement ce que c'est. La seule limite, c'est votre imagination. Les auditeurs, ils disent, mais où il veut en venir? En fait, c'est tout simplement personnaliser tout type de support. Mmh. Alors, ça part du stylo, au mug, au t-shirt, aux casquettes, ce qui se fait le plus couramment et ce que l'on trouve le plus couramment sur Internet. Ouais, justement, c'est très bien que tu dises ça parce que ça me permet un petit peu de rebondir. Je voulais te demander un petit peu quels étaient les différents produits déjà que tu peux proposer au niveau des particuliers, parce que là on a centralisé notre attention au niveau des particuliers. Quels sont les différents types de produits que tu peux faire, voire même si tu peux sortir des produits que tu peux estimer extraordinaires, qui sortent totalement de l'ordinaire, parce que effectivement des mugs, des stylos, c'est quelque chose qui est assez conventionnel, hein, quelque part, mais quel est l'éventail des possibles chez JMCL? Encore une fois, outre l'imagination des clients,
je dirais que tout type de matériau est personnalisable. Alors, il faut juste savoir que pour personnaliser un matériel, il y a deux solutions. Soit le matériel, quand on l'achète, est déjà induit d'une certaine couche qui permet une personnalisation, soit le matériel ne l'a pas, et dans ce cas, il y a divers procédés qui permettent de personnaliser comme on le souhaite. Qui permettent qui peuvent permettre par exemple d'appliquer cette dite couche, ou c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement qu'en usinage? Non, en fait, il y a plusieurs différentes, parce qu'en fait, tout dépend de la technique de personnalisation qu'on utilise. Mais ce que nous, on préconise, en tout cas sur lequel on travaille, je dirais que soit le matériel est déjà équipé de cette couche, soit on l'équipe avec tout simplement une espèce comme une bombe à peinture ou une bombe à vernis. D'accord. On applique cette couche, on la laisse reposer 4 heures. Et ensuite, on peut personnaliser, mais ça, on verra quand je vous parlerai plutôt des procédés de personnalisation, parce que si on regarde l'éventail des personnalisations qu'il existe à travers le monde, je dirais qu'on peut personnaliser n'importe quel objet. Voilà. N'importe quel objet avec, on va dire, à peu près n'importe quel matériau, que ce soit du bois, du plastique, du PVC ou encore du métal. Ouais, exactement. On peut personnaliser tout type de support sur tout type de matériaux avec évidemment différents procédés. Il y a des procédés qui vont être appliqués qu'à du t-shirt, où il va y en avoir plusieurs, il y en a d'autres. Ça va être d'autres techniques de personnalisation. Donc, en fait, tout est réalisable sur tout support. Et évidemment, la limite, elle se limite à rien de ce qui existe. D'accord? Donc, on peut tout personnaliser. Si on veut, on peut tout personnaliser. Alors, évidemment, nous, on ne peut pas mettre tous les supports sur notre site internet. Ce serait un travail titanesque de référencer, je veux dire une bêtise, hein, mais un boulon, une vis, parce qu'on pourrait, si on voulait, même personnaliser un boulon et une vis. À ce stade-là, en fait, il faudrait d'autres moyens, il faudrait un autre remaniement du site internet, ce qui demande d'autres types de ressources, chose qui est pas là à l'heure actuelle, parce que autant toi que moi, nous nous lançons à peine et nous sommes vraiment de très petites structures, sans vraiment de moyens. Exactement. Donc, mais comme on dit, et je suppose que tu seras vraiment d'accord avec la phrase qui va suivre, mieux vaut commencer petit et finir grand. Exactement. Et notre ambition, de toute façon, n'est pas de devenir, je pense pas pour toi non plus, hein, en tout cas nous avec Célia, ce n'est pas de devenir une multinationale, que ce soit bien clair. Si on peut faire du travail avec des entreprises, avec des particuliers, et que ce travail satisfait l'ensemble de nos clients, c'est notre but recherché. Nous, aujourd'hui, on privilégie la qualité à la quantité. Il faut être clair là-dessus. Évidemment, si on a beaucoup de commandes, on fera tout pour les honorer et bien entendu, on en sera hyper content. Mais le but, c'est pas de devenir une multinationale une antenne dans chaque pays ou des choses comme ça. À ce sujet, parce que autant de votre côté, c'est compréhensible, moi de mon côté, alors ça va paraître peut-être très naïf pour les personnes qui nous écoutent et voire même très, prétentieux, disons-le sincèrement. Mais donc, ne serait-ce qu'au niveau du slogan, le slogan de JMCL, c'est, répète-nous-le. Chez JMCL, tout est réalisable, la seule limite est votre imagination. Voilà. Le slogan de Compendium en lui-même, c'est le recueil de vos ambitions. Le mot ambition est la chose la plus importante. Donc, si un jour on peut avoir vocation et on peut avoir les moyens d'avoir un niveau de multinational sans le côté, bien évidemment, négatif qui est intrinsèque à la majorité des
des multinationales, mais bon, qui révèlent en fait d'un certain mode de gestion d'entreprise et de consommation. On va pas trop rentrer dans les détails de ça, mais oui, moi, mon principe, c'est d'aller le plus loin possible. Si un jour, encore une fois, je dis ça, ça peut faire marrer des gens, mais si un jour l'entreprise peut bosser par exemple avec les gouvernements des différents pays, pourquoi pas? Bon, là, on est sur ton domaine à toi. Nous, notre domaine, il n'a pas la prétention d'avoir, comme je te dis, plusieurs usines ou plusieurs entreprises dans plusieurs pays. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas, si l'opportunité se fait, travailler avec des pays étrangers. Hein. C'est faisable. Hein. C'est pas forcément nécessaire en plus. Hein. On pourrait parler peut-être d'autres structures un petit peu dans le même principe, pas nécessairement dans votre domaine. Il se cantonne à un QG qui reste en France ou qui reste dans le pays d'origine en question. Voilà, exactement. Mais par contre, on reste ouvert à l'international pour plusieurs raisons, parce qu'on pense qu'on peut être compétitif aussi à un moment donné. Alors, pas pour l'instant, évidemment, parce qu'on débute, mais parce qu'on peut être compétitif par rapport à ce qui existe. Et puis, un site internet, il a l'avantage d'être mondial. Il n'est pas forcément uniquement français, quoi, je peux dire. C'est ça, le site internet plus l'utilisation des réseaux sociaux qui sont un outil extrêmement puissant aujourd'hui. Qu'on abordera peut-être une prochaine fois dans des vidéos ultérieures, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, que ce soit en bien ou en mal vis-à-vis des réseaux sociaux. Mais on va rester concentré, sur le sujet principal, sur les sujets qui te concernent, qui vous concernent avec Célia, parce que bon, il faut quand même aussi l'impliquer dans notre discussion. Tu as parlé précédemment tu as évoqué les techniques d'impression. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, il existe, comme je disais, on peut imprimer sur tout support. Aujourd'hui, on n'a aucune limite grâce au procédé qui existe. Je vais prendre des exemples très simples. Si on veut faire de la personnalisation sur un vêtement, on peut le faire évidemment en broderie. Alors la broderie, c'est un procédé qui est très simple. Hein. C'est du fil qui représente le logo ou l'image que l'on veut mettre et la broder. Donc c'est comme de la couture, si on veut, hein, la broderie, sur n'importe quel vêtement. Donc là, ça ne nécessite pas d'avoir un quelconque produit avant ou autre, puisqu'on coud le logo, donc avec des machines à broder qui peuvent avoir plusieurs têtes pour tout simplement avoir plusieurs couleurs de fil. Ce procédé est quand même le procédé le plus cher, hein, il faut le savoir, c'est celui qui... C'est le plus fastidieux, hein, d'un côté, c'est peut-être aussi celui qui demande le plus de ressources aussi. Oui, alors d'abord parce qu'on utilise du fil et qu'aujourd'hui, pour faire un fil de couleur, ça coûte plus cher que de faire une impression sur du papier. Oui. Donc le coût du matériau à utiliser pour faire la personnalisation est forcément au départ plus cher. Il y a un gros moins, je dirais, pour la broderie. Alors la broderie, ça tient à vie, hein, qu'on soit bien d'accord avec ça. Ça tient à vie, et puis je pense que la broderie, c'est avant tout comment dire, c'est plus un effet de style qu'une réelle décision commerciale. Oui, la broderie, c'est vraiment, on veut avoir quelque chose qui soit entre guillemets haut de gamme. Donc on va prendre de la broderie pour que ça tienne, pour que ça marque. Les entreprises travaillent pour avoir des t-shirts ou des casquettes, par exemple, brodées. Le moins là-dessus, c'est que on peut pas faire
déclinaison de couleurs. On peut pas avoir de variantes de couleurs. Les couleurs sont les couleurs primaires. On peut pas faire de dégradé avec de la broderie. On utilise du fil jaune, il est jaune. Il n'est pas jaune pâle, jaune soleil. Oui, parce que ça signifierait couper le processus, comment dire, l'utilisation de la machine pour pouvoir faire la broderie en elle-même. C'est impossible en fait. C'est impossible de faire un dégradé de couleur, même si on avait les couleurs de fil. On ne pourrait pas faire un dégradé de couleur et on ne peut pas faire un dégradé de couleur avec de la broderie. Voilà. Même pas en imaginant peut-être. Ah non, ça serait compliqué, je pense. Non, en fait, il faudrait teinter les fils de différentes couleurs. Il faudrait que à titre d'exemple, quand on fait une impression sur du papier, quel qu'il soit, sur n'importe quel support papier, on peut imprimer jusqu'à 16 millions de couleurs, qui indique qu'on a tous les dégradés possibles avec les 3 couleurs principales, bleu, rouge et jaune. Oui. En broderie, il faudrait avoir 16 millions de têtes sur la machine pour arriver à faire la même chose. Ce qui est très vite, effectivement, impossible à réaliser. Voilà. Donc, on a cette première technique, la broderie, qui tient à vie, mais qui ne peut pas faire le dégradé. On peut faire, pour des supports plus solides, de la gravure laser. Alors, la gravure laser n'a pas un coût très important puisque ça ne nécessite qu'une machine à laser et que l'on branche sur de l'électricité. Quoique en ce moment, avec l'actualité de l'électricité, ça augmente un peu, mais ça reste quand même abordable quand on veut faire des techniques là-dessus. Et les grosses structures ont de toute façon des très gros lasers. C'est plus une question d'investissement à amortir qu'autre chose. Le laser. Parce que le laser, c'est la machine. Si on veut un laser de pointe, il faut une bonne machine. Donc forcément, la gravure laser a un investissement un petit peu plus important, qui est facilement amortissable. Le petit moins, c'est que c'est du monochrome. Le laser brûle la partie que l'on veut personnaliser avec un logo, un écrit ou autre, et donc noircit tout simplement ce qui doit apparaître. Donc, peu importe la couleur du support, ce qui sera gravé sera noir. Voilà. Donc, c'est à faire sur, on va dire, des porte-clés, des stylos, des morceaux de bois, si on veut personnaliser avec des noms, si on veut faire, je sais pas moi, des plaques de chambre que l'on met à l'entrée des pièces dans une maison, des petites plaques ovales ou rectangulaires. Voilà. Ça va être du petit matériel en règle générale. Alors on peut le faire sur du grand matériel avec des grands lasers, mais ça restera monochrome. Je vois. Ensuite, on a ce qu'on appelle le transfert numérique. Alors le transfert numérique, c'est tout simplement un papier spécial qui est un petit peu plastifié, sur lequel on imprime avec une imprimante classique. Et ce transfert-là, on le presse à chaud. Alors, industriellement, ça se fait sur des grandes machines, des grandes presses à chaud, mais c'est ce qui est le plus abordable, c'est ce qui est le moins cher auprès des particuliers. C'est le genre de truc que tu fais avec un fer à repasser, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on appelle le flocage, du coup. Voilà, vulgairement, c'est le flocage. Alors ça, c'est une technique qui existe depuis longtemps, en fait, puisque on faisait ça pour les maillots de sport, que ce soit de foot, de rugby ou autre. Bon, la technique a un petit peu évolué, parce que les papiers qui sortent là actuellement, si on prend des papiers professionnels, cette petite aspérité que l'on touche quand on touche la personnalisation, qui fait qu'on sent bien que c'est dessus le matériel qu'on a personnalisé, a tendance à s'améniser maintenant avec les divers papiers. Là aussi, c'est le coût, c'est le papier. Pour une personne, un particulier qui veut faire juste plaisir à ses enfants en mettant Daffy Duck sur le côté cœur, ils vont prendre le premier papier pas cher, un fer à repasser,
et ça va le faire sur 30, 40, 50 lavages. Voilà, Daffy Duck ou bien évidemment Picsou, hein, Oui, bien on le sûr. connaît très bien. Voilà, on peut prendre n'importe quel support visuel que l'on veut, bien entendu. Mais c'est quelque chose, parce que bon, hein, c'est peu coûteux, mais donc du coup la qualité derrière fait que ça a tendance à se dégrader assez vite, hein, avec plusieurs lavages. Ben, c'est du plastique, c'est des feuilles plastifiées, donc le lavage petit à petit, ça érode, je veux dire, le matériau qui est collé dessus en fait, puisque c'est en fait par pression, ça fait comme de la colle si on veut. Oui. Et en fonction de la qualité du papier, le nombre de lavages n'est pas le même. De toute manière, on peut remarquer un tissu qui a été traité par flocage à l'aspect un petit peu relief qu'on peut avoir sur le tissu. C'est ça. Nous, chez JMSL, on utilise un papier spécifique professionnel. On en fait rarement du transfert numérique, mais quand on en fait, on a toujours ce léger relief. Par contre, au niveau des lavages, on quadruple ce qui se fait naturellement avec un papier classique que l'on trouverait sur des sites marchands tels que Cdiscount ou Amazon. D'accord. Oui. Donc, où c'est pas cher, mais où c'est pas non plus la bonne qualité. D'accord. Donc du coup, au final, donc on a parlé de la gravure avec le laser, on a parlé de la broderie, on a parlé du flocage, du coup, avec le transfert numérique. Tout à fait, ouais. Et il en existe, je crois, encore 2 ou 3. J'ai vu un petit peu ce qui était marqué sur ton site. D'ailleurs, je le mettrai aussi, je ferai un petit lien aussi en description. On a notamment la quadrichromie, la sublimation et sérigraphie. Voilà, la sérigraphie. Je confondais avec autre chose. Non, alors justement, la sérigraphie, je crois que c'est la méthode de personnalisation la plus ancienne qu'il existe, qui est la plus artisanale en fait, puisqu'elle est faite depuis, je dirais pas la nuit des temps, mais au moment de la route de la soie en Chine, ils utilisaient cette méthode-là pour faire des décors sur les vêtements en soie. Donc la sérigraphie, on utilise de l'encre que l'on passe dans des cadres. Donc on utilise l'encre par couleur, donc de la même manière qu'on l'utiliserait sur une imprimante. Sauf qu'on n'imprime pas, on met directement l'encre dans le tissu. Donc ça se fait avec des cadres bien précis. C'est une technique qui est très coûteuse en fait. C'est un principe de teinture en fait, parce que tu as mentionné donc du coup ce qu'on utilisait à l'époque avec la route de la soie, ce que plusieurs civilisations ont utilisé pour. Alors il me semble généralement c'était réalisé à partir de pigments de diverses fleurs, par exemple. Ça. Alors aujourd'hui, évidemment, on utilise toujours ça, mais les techniques ont évolué. On a des machines qui font ces cadres mis en place, qui insèrent les teintes dedans, et puis ça permet, en mélangeant les couleurs bien dosées et ainsi de suite, de pouvoir représenter les diverses personnalisations qu'on peut avoir de logo à une photo. Donc c'est très très beau, mais c'est très très cher, et c'est pour cela que on proposera jamais de la sérigraphie industrielle en petite quantité. C'est-à-dire que pour amortir, et là c'est un coût de revient qui existe dans n'importe quelle société qui se base sur la sérigraphie pour faire de la personnalisation, il faut un minimum de 100, 200, 500 quantités pour que ce soit amortissable. Donc on ne trouvera jamais de petites quantités là-dessus. On est obligé de partir sur des gros volumes. Gros volume pour qu'il y ait un coût qui soit abordable. Sinon, le coût est exorbitant au niveau de la sérigraphie. Mais par contre, il faut reconnaître que
c'est quelque chose qui tient, alors, pas autant que la broderie, parce qu'encore une fois, la broderie, on coud du fil dans un tissu, donc c'est pas pareil. La sérigraphie, euh, c'est de la teinture, donc ça résiste hyper bien au lavage, donc ça dure longtemps. Vraiment, ça dure longtemps, la sérigraphie, mais ça a un coût plus important. Et ensuite, on a deux autres techniques qui sont très proches l'une de l'autre, mais qui sont pour autant totalement différentes. C'est la quadrichromie. Alors, ça, la quadrichromie, historiquement, ça vient des imprimeurs qui utilisaient leur machine offset pour faire des impressions de journaux, de livres, de cartes de visite, de tout ce que l'on veut. Eh bien, ils se sont mis à imprimer directement sur le t-shirt. Donc là, on imprime en mettant un apprêt de couleur blanche. Alors, le blanc n'est pas une couleur, hein, mais on est obligé de mettre un espèce de blanc dedans et on va presser dans ces rouleaux offset, on va presser le tissu sur lequel on aura mis un logo, une image et qui utilisera les quatre couleurs, donc jaune, rouge, bleu et noir. Et donc, ça ressort bien, ça fait une impression directe sur, je dis bien sur le tissu ou le support que l'on veut. Contrairement au transfert numérique, on ne sent pas de relief. Ouais. Et au niveau du lavage, c'est quelque chose qui résiste quand même beaucoup plus longtemps que le transfert numérique. D'accord. Et enfin, le dernier procédé, qui est le procédé phare utilisé par IGMCell pour le coup. Exactement, c'est le procédé phare qui est utilisé par IGMCell. C'est la sublimation. Alors la sublimation, le principe, c'est qu'on va utiliser des supports, alors j'en parlais tout à l'heure, qui ont déjà un apprêt, donc une couche de polyester. Oui. Donc qui est soit le support l'a déjà, cette couche de polyester, soit on achète une bombe qui contient un produit, donc ce produit qui est un peu du polyester, que l'on peut passer sur n'importe quel support qui existe, une télécommande, un lecteur de DVD, une console de jeux vidéo. Voilà. C'est au final comme une sorte de vernis, en fait. C'est comme une sorte de vernis, il faut le laisser reposer un petit peu, et ensuite, on va faire ce qu'on appelle de la sublimation. La sublimation, c'est on a un papier spécial avec une imprimante spéciale aussi, avec de l'encre spéciale sublimation. Donc c'est pas une imprimante, ce sont visuellement des imprimantes qui ressemblent à les imprimantes de Monsieur Tout-le-Monde, mais l'encre n'est pas la même et le papier qu'on utilise n'est pas le même. Et ensuite, on va, par un procédé de pression à chaud, donc en principe, soit on le fait par une presse plate ou à mug ou à casquette ou ce que l'on veut, soit on peut le faire dans un four, mais il faut chauffer. Puisque le principe de la sublimation, c'est qu'on va passer l'encre qui est totalement liquide, puisque là, ce sont des fioles d'encre que l'on met dans l'imprimante. On utilise comme la quadrichromie les quatre couleurs principales, bleu, jaune, rouge et le noir. Cette encre qui est liquide va devenir solide quand on va la mettre sur le papier, quand on va imprimer, bien souvent en mode miroir, donc en inversé le visuel dont on a besoin. Et ensuite, on va mettre cette feuille sur le support que l'on veut sublimer et on va presser ou faire chauffer cette feuille de papier qui est au contact de notre support. Alors, tenu par du scotch, par une presse ou ce que l'on veut, avec un certain temps, parce que là, il faut être bien précis sur le temps. Et l'encre qui est sur le papier, qui est solide, va se gazéifier et va s'incruster à l'intérieur du matériau. Et je dis bien à l'intérieur du matériau. Alors, ça paraît simple sur un t-shirt, ça va s'incruster dans les fibres du t-shirt. Contrairement à la quadrichromie qui imprime dessus le t-shirt et où en effet on n'a pas d'aspérité, là c'est à l'intérieur du t-shirt, dans les mailles du t-shirt. Mais la limite c'est qu'on n'en a pas.
sur un support solide, comme un meuble, comme un stylo, comme un dessous de plat, que ce soit en céramique, en verre, en métal, ça s'incruste à l'intérieur du matériau. C'est-à-dire que c'est l'encre en elle-même qui est sous forme gazeuse, hein, donc du coup qui est divisée en molécules extrêmement petites, va s'incruster, je suppose, dans les aspérités des matériaux, parce que tout ce qui est verre, tout ce qui est céramique, n'importe quel support solide, la surface n'est jamais lisse. Il y a des, on va dire, des irrégularités qui peuvent permettre ça. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, tout objet contient un espace, même s'il est infime, vide. Les molécules sont pas agglutinées les unes aux autres. Même pour les objets solides, il y a des petites aspérités. Et l'avantage de la sublimation, c'est qu'on va se mettre dans ces aspérités et on va incruster à l'intérieur. Alors évidemment, on n'a aucun relief. C'est la céramique reste de la céramique, le verre reste du verre, mais on a l'impression que vraiment c'est à l'intérieur. Au niveau des lavages, que ce soit du solide, comme les mugs ou les choses en céramique ou en verre, que ce soit des chopes ou autres, bien évidemment, ça passe au lave-vaisselle, ça passe au micro-ondes. Évidemment, parce que quand on chauffe, en règle générale, on chauffe à plus de 200 degrés Celsius. Donc, aller dans un micro-ondes qui doit faire du 900 watts, qui en effet peut monter très vite sur 100-150 degrés Celsius, on est largement en dessous d'une presse à chaud ou d'un four qui peut monter beaucoup plus haut. Au niveau des tissus, au niveau du lavage, on peut monter à 40 degrés. On conseille à 40 degrés de laver à l'envers. On le voit un petit peu partout sur tous les sites. Mais sachez qu'en sublimation, on pourrait laver à 90 degrés, que ça ne poserait pas de problème non plus. La chaleur ne pose pas de problème. C'est l'avantage que la sublimation, l'encre de sublimation en elle-même a on va dire une limite très haute en termes de, Oui. En termes de chaleur, en termes de changement d'état. Et vis-à-vis de tout ça, donc du coup, on ressent bien au niveau de la qualité, puisque c'est une encre spéciale qui s'incruste directement dans la fabrique, et donc du coup qui est très peu sujette à des modifications extérieures à cause de lavage, à cause de tout ce qui est effet de température, de problèmes météorologiques quand même. Et ça a l'avantage aussi d'être une solution, au final, qui est pas chère, pour le coup. Non, alors c'est une solution qui est en effet il y a peu coûteuse, en tout cas abordable, on va dire. Il y a peut-être, du moins dans le cadre d'impression à destination des particuliers, parce que vous avez l'avantage de pouvoir imprimer directement individuellement chacun des supports. Le coût, le rapport qualité-prix en lui-même est très bon. Alors le rapport qualité-prix est très très bon. Alors dans la mesure où déjà ça nécessite un investissement comme tout système de procédé de personnalisation, il faut investir de toute façon dans des machines au départ. Bien évidemment. Ce sont des machines qui de toute façon ne sont pas plus chères qu'un laser. Ce sont des machines qui restent quand même, pour le moins, même si la sublimation tente maintenant à devenir un petit peu plus industrielle, mais qui reste quand même artisanale, pour lequel, en règle générale, on sublime un matériau entre 1 minute et je crois que le plus que j'ai dû attendre, c'est 7 minutes pour du verre, parce que là, pour incruster dans du verre, la chaleur du verre, elle est à très haute température pour pouvoir modifier le verre. Donc, on est obligé de laisser beaucoup plus longtemps, même si nous, on ne peut monter qu'à 200 ou 220 degrés Celsius. Pour le verre, on est obligé de laisser 7 bonnes minutes pour que ça s'incruste bien dedans. Ouais, c'est le temps que ça puisse vraiment bien s'imprimer sur sa surface. Voilà, tout simplement. Mais
en règle générale, on arrive à faire d'abord, on n'est pas obligé de faire des grandes séries comme pour la sérigraphie ou à moindre coût la quadrichromie, parce que la quadrichromie, on peut faire du t-shirt à l'unité. Seulement, les imprimeurs offset, ils ont des grosses machines à faire tourner. Si vous en commandez 25, vous payerez moins cher que si vous en commandez qu'un. Nous, qu'on en commande un ou qu'on en commande 25, le tarif reste le même. Et surtout, à un, on est nettement inférieur aux grandes industries d'imprimerie qui proposent de la quadrichromie. Avec l'avantage quand même, toutefois, c'est que nous, au niveau, on va rester sur du vêtement, mais ça peut être pour n'importe quel support, c'est qu'on a la même qualité de durée de vie que la sérigraphie, voire plus, mais en tout cas que la broderie. Donc, on est dans une qualité de vie équivalente à la broderie, avec un coût qui est un peu au-dessus du transfert. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le domaine que l'on a voulu lancer de personnalisation pour tous les particuliers, mais aussi pour les professionnels, on a fait un choix qui est celui d'être dans l'économie pour tout le monde. On va essayer de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. Et c'est là où c'est en fait le plus dur, parce que les gros imprimeurs ont des renforts de publicité, d'offres, et c'est dur de s'aligner sur eux ou sur d'autres sites qui le font, alors qu'on a tout à fait cette possibilité-là de le faire. Il nous manque juste qu'on soit connu pour ça. Ouais. Quelque part, effectivement, les gros imprimeurs dictent la loi du marché. Hein, c'est la logique, on va dire, un petit peu dans les principes du marketing. Il y a un truc qu'on ne peut pas se passer, c'est que nous, on est limité aussi par la place, le matériau, l'investissement que l'on peut faire. Comme tu l'as dit en début d'interview, on commence petit, on espère devenir gros, mais on n'a pas le choix des fois que de passer par ces imprimeurs. Et on fait des choix d'imprimeurs qui aujourd'hui sont capables d'industrialiser la sublimation. Je vais te donner un exemple très simple. Récemment, une société, je ne vais pas dire le nom, mais nous a demandé de faire pour elle des stands parapluies. Donc, un stand parapluie, c'est un stand pour faire un salon, quel qu'il soit, qui fait un format de 4 mètres par 3 mètres, qu'il soit droit ou courbé, hein, peu importe. Alors, on peut faire ça chez n'importe quel imprimeur offset. Il va vous faire une sorte de bâche plastique qui va se scratcher tout autour de la structure en forme qui se ferme en parapluie. Oui. Nous, on a décidé de trouver des partenaires qui feraient plutôt de la sérigraphie. Et on en a trouvé un qui est capable de nous faire, parce que nous, on n'a pas la capacité au niveau de la machine. Bien évidemment, ça demande déjà en termes de machine, ça demande un investissement qui est tout autre comparé à ce que vous avez déjà. Et puis, comme tu as dit, il y a aussi le souci de place. De place, oui. Aujourd'hui, on travaille chez nous, quoi. Donc, et cet imprimeur nous a fait tout simplement ce stand parapluie en 4 mètres par 3, en tissu et sublimé. Magnifique. Voilà. Donc, le client, très content de ce stand parapluie, nous a fait faire un deuxième visuel de 4 mètres par 3. Il peut changer, hein, la structure du stand, il la garde et il change que le visuel. Et donc, il était tellement ravi qu'il va nous faire faire un troisième visuel. Alors, évidemment, nous, aujourd'hui, on a notre travail graphiste qui est fait par Célia, qui nous permet de proposer le visuel et on va facturer sur le travail de Célia. Et on ne peut pas facturer de trop sur le travail d'impression puisque c'est pas nous qui le réalisons directement. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, on essaye aussi d'avoir des coûts qui soient le moins important possible. Ce même client nous a fait faire ce qu'on appelle des kakémonos. Donc, il nous a fait faire 5 kakémonos sur une base.
une base qu'il avait déjà, donc pour lequel on n'avait pas besoin de retouches dessus, et qu'il avait déjà eu par une autre société. Nous lui avons proposé des tarifs parce qu'il nous en a commandé 5 d'un coup. Il était surpris que nous puissions avoir des tarifs qui soient plus compétitifs que quelqu'un qui avait fait les premiers Kakemono. Donc, ça veut dire aussi que on a des capacités avec les bons partenaires où on travaille, nous, avec le matériel que l'on a, de pouvoir réellement faire des coûts moins importants qui ne nuisent pas au bien-être de notre société. Ça c'est important. Donc vous avez aujourd'hui quand même une certaine force de négociation. Oui. Vis-à-vis effectivement de vos imprimeurs partenaires. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça vous permet bien évidemment de pouvoir répondre à toutes les attentes ou presque, on va dire. Et ça vous permettra de grossir. Justement, vis-à-vis de ça, je vais continuer. On va passer à la partie suivante. Déjà, avant toute chose, étant donné que tu as parlé donc du coup de ce client à qui tu as fait le stand parapluie et les kakemono, oui. De détailler un petit peu en fait ce que peut proposer l'entreprise JMCell à l'attention de nos éditeurs. Donc l'entreprise JMCell vous fait du merchandising sur tout support, que ce soit des mugs, que ce soit des stylos, que ce soit des t-shirts, des sweats, on va dire un petit peu tout et n'importe quel produit qu'on peut trouver, même des médaillons pour votre chien, si jamais vous souhaitez, où est-ce que vous pouvez mettre au dos votre numéro de téléphone et devant une belle photo de sa petite bouille et son nom, tout simplement. Ça, c'est plutôt pour les particuliers, mais oui, bien sûr. C'est l'exemple type où on sublime sur des médaillons fer, par exemple, où contrairement au laser, c'est pas monochrome, c'est en couleur. Alors, ça a l'avantage d'être en couleur, justement, par le principe de la sublimation. Voilà, alors après, c'est en couleur. Les couleurs sont évidemment un petit peu ternies parce que le support, lui, est gris. Donc, ça grise un petit peu la photo. Mais très honnêtement, ça se voit moins. Parce qu'il y a toujours ce petit après un peu blanc qui fait ressortir les couleurs. Mais on peut sublimer des gourdes isothermes, on peut sublimer des stylos, on peut sublimer des peluches, en fait, pas les peluches par elles-mêmes, mais les t-shirts que l'on met sur les peluches. On peut sublimer des bavoirs, on peut sublimer, on peut tout sublimer ce que l'on veut. Pour les professionnels, c'est un petit peu différent. Ça va être, comme tu le disais, du merchandising, donc c'est plus du produit qu'ils vont donner, donc c'est un investissement à perte qu'ils font là-dedans. Mais là aussi, on est capable de sortir des sentiers battus. Je fais les t-shirts, les casquettes pour tout le monde. On peut faire n'importe quoi et on peut le faire surtout avec nos partenaires en grande quantité ou directement nous. On est capable de faire 50, 100, 200 stylos en quelques heures. C'est notre presse à sublimation nous le permet largement. Justement, vis-à-vis des grandes quantités, nous en reparlerons juste un tout petit peu plus tard. Mais pour pouvoir terminer de détailler un petit peu votre offre, ce que vous pouvez proposer par le biais de vos services. Donc nous avons effectivement cet aspect de merchandising qui soit à la fois à destination des particuliers, mais aussi des professionnels. Nous avons aussi des services qui sont plutôt liés à la signalétique, donc le cas par exemple de tout ce qui est kakemono, des sucettes, ce qui est les sortes de drapeaux qu'on peut mettre en début de convention, qui sont assez utilisés au niveau des salons, dans tout ce qui est événementiel. Les oriflammes. Voilà, les oriflammes, effectivement, je me souvenais plus du nom, merci beaucoup. Les kakemono, donc tout ce qui est lié à la signalétique, ça peut rentrer aussi dans des prestations pour les chats graphiques, ou pour tout ce qui est dépliants, brochures publicitaires et tout ça.
Alors là, on fait tout le merchandising qu'une société pourrait avoir besoin et n'importe quelle société. Une société de transport, elle va peut-être avoir besoin de plus de vêtements en fonction de la saison, été ou hiver. Je sais pas, une société qui fait comme les agents immobiliers, ça va être des cartes de visite, peut-être des oriflammes, des plaques vendues par un tel. C'est En fait, on fait tout ce qui est possible en fonction de n'importe quel métier, en fait. Hein. c'est ça exactement, c'est pour présenter un petit peu l'univers des possibles qui est réalisable avec JMCell. Et du coup, par ce biais-là, on va discuter un petit peu des enjeux de ta société, un petit peu qu'est-ce que tu prévois, que- quelles sont, on va dire, un petit peu les valeurs que tu veux transmettre. Et on va parler notamment de deux projets phares qui sont là pour le moment. Les, euh, les grandes quantités, donc du coup à destination des entreprises, et quelque chose qui s'appelle l'espace créateur. Ah ouais, alors ça, c'est quelque chose qui est tout récent. On a réfléchi ça l'année dernière, au mois de septembre, Mhm. euh, lors de la PopCon, qui est donc une convention autour de la geek culture sur la région toulousaine. Euh, Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'associations qui viennent, comme il y a beaucoup de professionnels qui sont là aussi pour vendre, mais des auteurs de livres, des doubleurs de voix pour les animes japonais ou autres. Et je t'avais demandé d'ailleurs à l'époque de faire un petit peu le tour de tout le monde, d'essayer de nous présenter et tout ça. Et du coup, sur cette convention-là, était née l'idée de donner un petit peu un espace aux auteurs, Mm. aux créateurs, Alors, en tout genre. justement, je reviens avant que tu puisses nous expliquer un petit peu ce principe d'espace créateur. Donc, effectivement, nous avons participé deux années d'affilée en 2020-2021, ensemble à la PopCon. Donc, comme tu as dit, une convention qui est tournée au niveau de la gay culture, pop culture. Mhm. Ou est-ce que effectivement on a fait un petit peu des recherches, on a essayé de voir un petit peu d'interroger les différents partenaires de l'événement qui était sur le stand. Il faut noter aussi qu'à l'occasion de l'édition 2021, l'entreprise JMCell a réalisé des produits pour le concours de cosplay qui était organisé par la PopCon. Exactement. Voilà, En fait, c'était un petit point, petit ouais. point rapide. Je vais juste agrémenter ce petit point. En 2020, quand on a fait notre première PopCon, on l'a faite en septembre, on avait lancé la société en juin. Ouais. On démarrait, on n'avait aucune machine, on n'avait rien. Et on a fait par anticipation des produits qu'on a fait faire avec des partenaires qu'on avait à l'époque, qu'on a toujours, mais qui rentrent peut-être un peu moins maintenant dans notre état d'esprit actuel. Et on avait fourni pour l'organisation des t-shirts pour qu'ils puissent nous faire reconnaître déjà. Et donc, on avait créé sur cette base-là des t-shirts spéciaux pour la PopCon, des mugs spéciaux pour la PopCon. Bon. Sur l'édition 2021, on est parti du principe qu'il fallait qu'on fasse pas quelque chose pour la PopCon, mais qu'on fasse quelque chose qui corresponde à notre idéologie de personnalisation. Donc, on a investi dans notre première presse. Et la première presse qu'on a achetée, c'est une presse à mug. Et donc, le but, c'était que les gens arrivaient, nous demandaient un visuel, on recherchait avec eux sur Internet le visuel qu'ils voulaient. C'est l'IA en temps réel sur Photoshop retouchait le visuel. Moi, j'imprimais et je sublimais avec cette presse à mug en direct en moins de 10 minutes. Ils avaient leur mug personnalisé, ils pouvaient continuer de faire un petit tour et revenaient 10 minutes après, ils avaient leur mug. Donc,
ça a tellement marché que les organisateurs de la PopCon, pour qui on avait aussi cette année-là fait des t-shirts, nous ont demandé de faire des mugs pour le concours de cosplay. Donc on a fait ces mugs-là. D'ailleurs, à l'occasion, on vend des mugs. Si vous voulez des mugs vraiment, chers auditeurs, des mugs d'une rareté exceptionnelle, nous avons des modes miroirs imprimés en mode normal, en fait. En fait, on a fait, comme tu disais tout à l'heure, les erreurs. On débute, t'es pas journaliste et nous, on avait... Soyons sérieux 2 minutes, hein. C'est pas réellement des erreurs, c'est plus des volontés artistiques. Ah, en effet, c'est plus des volontés artistiques. On a dit c'est trop stéréotypé de voir marquer Popcorn à l'endroit qu'on a décidé de l'imprimer à l'envers. Voilà, ça fait un petit peu effet. On sort ça d'un monde parallèle. Exactement. Et sachez qu'en plus, comme ils sont uniques, puisqu'ils ne se sont imprimés qu'une seule fois à l'envers, ils sont d'une extrême rareté. Voilà, exactement. Donc, restez sur le qui-vive parce que des ventes aux enchères sont actuellement réalisées sur le site de JMCL. Sinon, si jamais ça ne trouve pas preneur, hein, au moins on fera une donation pour la FIAC. Exactement. Non, en plus, tu mens parce qu'il n'y a aucune vente aux enchères qui est faite là-dessus en revenant un petit peu sérieux. Et on pourrait tout simplement montrer ce que l'on a fait artistiquement de différent par rapport à ce qui est attendu. Mais en revenant plus sérieux, suite à ça et grâce au fait que tu sois allé voir un petit peu les créateurs qui étaient là, beaucoup sont venus à notre stand. Beaucoup ont vu le travail qu'on faisait. Et on leur disait qu'on allait, en fin d'année, proposer un espace créateur dans lequel le principe est simple. Ils ont des visuels qu'ils ont créés eux, puisqu'il faut faire attention aussi aux droits d'auteur par rapport à ça. Et on met à disposition un espace à leur nom, dans lequel on trouve les visuels qu'ils ont faits, sur lesquels, évidemment, Célia met un filigrane pour pas que ce soit récupéré avec un clic droit, copié, enregistré sous ce que l'on veut. Alors, justement, parce que tu commences à parler de ça, mais il y aurait peut-être des personnes qui pourraient dire d'accord, donc ils annoncent ce principe d'espace créateur qui, comme si c'était une nouveauté, comme si c'était un petit peu le fer de lance de la société, mais qu'est-ce que ça change vis-à-vis d'autres services qu'on peut voir ailleurs, comme par exemple sur Etsy, comme par exemple au niveau de Displate, des compagnies qui sont très connues pour proposer ce genre de service. Qu'est-ce qui fait l'unicité de l'espace créateur JMCL ? Je te disais que tout à l'heure, on s'ouvrirait peut-être à l'international parce qu'on peut être concurrentiel. Tu as donné 2 exemples qui sont parfaits. Displate, c'est quoi ? Displate, c'est un site américain qui propose des plaques en métal avec un système d'accroche soi-disant révolutionnaire, ce qui est forcément le cas puisqu'il n'y a que qui le vendent. C'est des accroches magnétiques de mémoire. Oui, des accroches magnétiques. Et en fait, si on recherche un petit peu sur Amazon, ces accroches magnétiques, on les trouve. Donc, si on achète des accroches magnétiques d'un côté, moi, je peux faire le même travail que fait Displate sur les plaques. Je me suis limité pour l'instant qu'à la machine de pression que j'ai, mais je pourrais faire toutes les tailles de plaques que je voudrais, puisque les plaques qui sont utilisées vulgairement sont des Chromalux que utilise Displate. Alors Displate a pour principe très très simple, c'est de prendre les visuels des auteurs, donc des auteurs qui s'enregistrent sur Displate. Les auteurs ont un compte, donnent leurs œuvres. Ces œuvres-là sont directement traitées par Displate sur les supports de tailles différentes que met Displate, et Displate met ça en vente directement, après, en fonction du choix des gens, et ils font la fabrication et ainsi de suite. Bon. Les auteurs, eux, sont rémunérés sur une base qui est un peu opaque chez Displate, même si un des auteurs que nous avons nous a expliqué comment ça fonctionnait à peu près.
ils ont un certain pourcentage qui est lié à leur visuel. Donc évidemment, le visuel, plus il plaît, je pense, plus le pourcentage doit être bon. Le problème, c'est que c'est un pourcentage sur la vente globale du matériel qui est fait, c'est-à-dire avec la plaque et ainsi de suite. Seulement, ça ne tient pas compte quand ils signent des éventuelles promotions que pourrait faire Displate. Or, Displate est un site qui est sans arrêt en promotion. En France, on ne peut pas faire des promotions en dehors normalement des soldes. Hein. Donc, ou alors, il ne faut pas l'appeler promotion, il ne faut pas l'appeler solde. En fait. Voilà, c'est compliqué. Quand on est aux États-Unis, on peut mettre 30, 40, 50, 70% de moins sur n'importe quel article. Et comme je l'ai dit, ils sont rémunérés sur la vente. Donc, sur ce que achète le client. Un produit qui coûte, je vais dire n'importe quoi, hein, qui coûte 100 euros, si ils font 70% de remise, il coûte plus que 30 euros. La personne paye les 30 euros. Et en fait, l'auteur est rémunéré non pas sur les 100 euros de base, mais sur les 30 euros final. Ouais. Donc il y a une perte, on va dire, de marge qui est phénoménale. Qui est totalement phénoménale du côté de l'artiste en question. Exactement. Chez Etsy, c'est un peu différent. Chez Etsy, on laisse un espace, on donne un espace aux créateurs qu'ils administrent eux-mêmes. D'accord ? Donc, ils mettent ceux qui veulent dessus et les gens vendent leur création à un certain tarif. Alors, à un certain tarif, sachant que Etsy, parce qu'ils mettent à disposition cet espace-là, que je rappelle est auto-administré par le créateur, se rémunère Etsy sur les ventes qui sont réalisées. Plus, je crois, un forfait pour l'espace qui leur est alloué. D'accord ? Nous, on s'est dit, l'espace créateur, il faut qu'il soit vraiment pour les créateurs. Donc, on est parti d'un projet très simple. Nous avons mis en place une politique de rémunération qui est sur le prix de vente, même si on fait une remise. D'accord ? Et nous avons mis aussi un espace à disposition de chaque créateur que nous administrons. C'est-à-dire que nous ne les forçons pas à mettre leurs produits dessus, à faire ce qu'ils veulent ou ainsi de suite. On leur évite de faire cette perte de temps, puisque ça, c'est notre métier à nous. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire, donc du coup, pour résumer, je me permets d'intervenir, étant donné que je connais bien je connais bien le projet, on y a bossé dessus ensemble pour voir un petit peu comment il pouvait s'orchestrer. Là où est-ce que Etsy donc vous propose va vous demander d'administrer vous-même cette boutique, donc c'est-à-dire de faire la gestion des stocks, de faire vos propres impressions, parce que Etsy en fait n'est juste qu'un service de boutique, n'est juste qu'un service en fait visuel. Voilà, ça évite vis-à-vis de vos créations. Voilà, c'est ça. Ça vous assure en fait le côté visuel de communication, on va dire de promotion de vos produits, et ça assure aussi le service de transaction qui passe par le biais d'Etsy. Là où est-ce que, en revanche, en fait, vis-à-vis de JMCell, donc on a le service visuel qui est assuré lui-même par JMCell. La seule chose que vous avez à fournir, c'est les visuels en eux-mêmes, qui sont mis, comme tu as dit, avec une politique de droit d'auteur et avec un filigrane dessus pour minimiser au maximum tout type de vol, en fait. Exactement. Et ensuite, l'administration, donc la logistique, gestion des stocks, ainsi que l'envoi, enfin la création et l'envoi des produits pour vos clients, est assurée entièrement par JMCell. C'est exactement ça. En fait, ils n'ont pas le coût de gestion d'un site internet,
Il n'y a pas dans notre espace créateur euh, un pourcentage qu'on leur prend sur les ventes qui seraient réalisées avec leur visuel dans leur espace, puisque le visuel, on leur met à disposition, on l'administre, donc on ne prend rien, c'est totalement gratuit. Et au contraire, on les rémunère sur les visuels qui sont choisis. Alors le principe quand même, c'est que les gens choisissent un visuel dans l'espace créateur, choisissent le matériau sur lequel ils veulent sublimer ou imprimer ce visuel-là, et le client, lui, paye la globalité de sa personnalisation. Nous proposons ensuite sur le prix, peu importe si on a attribué à ces clients-là une remise de 5-10% parce que c'est un nouveau client ou autre, peu importe. Le tarif qui est annoncé sur le site de base hors remise est le tarif sur lequel nous allons calculer évidemment notre marge entre le coût que l'on a d'impression, de matériaux et tout ça, et le prix de vente. Sur cette marge, nous avons décidé de faire du 60-40. 60% pour nous parce qu'on intervient dessus à tous les niveaux et on propose un espace créateur totalement gratuit. Et 40% pour le créateur. Qui n'a rien à faire, hein, je le répète, qui, à part nous fournir le visuel, il n'a rien à faire. On s'occupe de tout. Eh bien, sachez que avec cette part que l'on reverse systématiquement à nos créateurs, ils sont en moyenne mieux rémunérés que ne le serait le même visuel sur Displate ou s'ils mettaient ce visuel-là sur Etsy et qu'ils doivent payer leur accès. Ils ont une rémunération qui est en moyenne 2 fois plus importante. Alors, vis-à-vis de Etsy, je discutais justement avec quelqu'un qui me disait que, en fait, Etsy, la rémunération que perçoit la personne en elle-même pour la vente de ses produits est plus grosse que sur JMCell, mais il faut savoir que la personne a administré absolument toutes les parties, la gestion, la livraison et tout ça. Donc au final, quand on regarde les coûts de dépenses qui sont liés à cette gestion, à cette livraison et tout ça, vis-à-vis du reste, le JMCell reste quand même plus compétitif. Oui, on reste plus compétitif. Alors, sur Etsy, la différence est moins flagrante, on va dire, que sur Display. Mais on reste quand même au-dessus de Etsy en termes de rentabilité pour le créateur. C'est surtout que pour le créateur vis-à-vis de l'espace créateur de JMCell, on enlève en fait toute la charge de travail qu'il aurait pu avoir à fournir vis-à-vis d'autres plateformes. C'est ça qui est le plus important. On part du principe simple, hein, c'est qu'un créateur, lui, il a besoin d'avoir l'esprit libre pour créer, et un créateur qui a l'esprit libre pour créer créera des choses qui sont magnifiques. Si en plus de ça, on doit lui mettre une charge administrative pour gérer son site, pour mettre les choses en ligne, s'il doit gérer aussi les matériaux, faire l'impression ou le dessin, l'empaqueter, l'emballer, l'envoyer, tout ça, ça a une logistique derrière que nous on maîtrise totalement de A à Z. D'abord parce qu'on est deux. Moi, tout ce qui va être graphique, je m'en occupe pas. Par contre, je vais m'occuper de tout ce qui est impression et livraison. Donc, on espère évidemment que plus on se développera et plus on aura de personnes qui pourront nous aider dans ces diverses choses à faire. Mais aujourd'hui, le fait de travailler un petit peu entre guillemets artisanalement nous assure une flexibilité et on n'est pas obligé de stéréotyper comme le font les grosses sociétés. Voilà. Bien évidemment. Voilà, je pense que ça résume très bien dans l'ensemble le principe de l'espace créateur. Ça indique un petit peu quelle est la démarche de la société. De toute manière, vis-à-vis de tout ça, notamment vis-à-vis de l'espace créateur qui est un projet
un projet important autant pour moi que pour toi. Il y aura un article qui sera écrit sur le site de Compendium, donc je rappelle web-compendium.net, qui permettra de détailler un petit peu tout ça, qui vous fera un résumé de ça, et notamment si jamais vous souhaitez adhérer au réseau, c'est quelque chose qui vous sera proposé parmi nos services. Voilà. Et ensuite, on a le deuxième projet, c'est les grandes quantités. Alors, les grandes quantités, par défaut, on va dire que c'est pour les professionnels, mais pas chez JMCell. Voilà. Aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes quelles qu'elles soient, font bénéficier de tarifs à condition d'être professionnels. Je vais prendre un exemple très simple. On a un partenaire sur la région toulousaine, donc nous on est de Pamiers, donc on est de la même région. Sur la région toulousaine, il y a un partenaire qui est très avantageux. Seulement, si vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas y accéder. Il faut être une entreprise ou une association. Mais un particulier, il n'y a pas accès. Nous, on a décidé que les grandes quantités étaient accessibles à tout le monde. Et que pour nous, une grande quantité, ça commence à partir de 2, pas à partir de 10 ou de 25 ou de 50. Donc, alors évidemment, il y a des grandes quantités qu'il faut faire par 25 ou 50 ou 100. Bien sûr. Mais pour les particuliers, quelqu'un qui voudrait par exemple avoir 2 t-shirts identiques, de tailles différentes, un pour homme, un pour femme, pour faire un t-shirt duo, on va dire. Dès le deuxième t-shirt, nous appliquerons une remise par rapport à la quantité, parce que ça n'est pas un seul t-shirt. Il y a le prix du t-shirt, mais il y a le prix des 2 t-shirts. Il y a le prix du mug, mais il y a le prix des 2 mugs. Donc tout ça, on doit l'alimenter aussi régulièrement, parce qu'on a des nouveaux produits, on a des nouveaux tarifs qui arrivent. On a des partenaires européens qui travaillent, avec lesquels on travaille, en Allemagne, en Pologne, qui nous fournissent du matériel de bonne qualité sur lesquels on peut faire du bon travail et sur lequel on peut proposer justement des grandes quantités. Donc, nous allons proposer aussi pour les particuliers des grandes quantités. Un particulier peut vouloir se faire des cartes de visite. C'est pas réservé aux entreprises. Eh bien, là aussi, on commencera non pas à partir de 100 ou 250 cartes de visite, on commencera à partir de 10, 20, 30, 50 cartes de visite. Parce que la demande en grande quantité pour un particulier n'est pas dans le même état d'esprit que la demande de grande quantité pour une société. Tout à l'heure, je parlais de la société à qui on a fait les kakémonos et les stands parapluies. Nous leur avons fait 1000 stylos. Un particulier ne commandera jamais 1000 stylos. Par contre, en avoir 15, 20, 50, parce qu'il veut en offrir comme ça à son nom, à des amis, à de la famille, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut le faire en grande quantité, même si ce sont des petites et grandes quantités. C'est ça qui est très bien, c'est le fait d'avoir toute cette flexibilité pour pouvoir répondre aux diverses attentes. D'ailleurs, on peut parler vite fait dans quel type de contexte ça peut s'appliquer. On pense par exemple, si jamais vous faites un anniversaire ou un mariage, si vous voulez avoir des faire-part, c'est tout à fait possible par ce biais-là. Exactement, voilà. Et on peut tout faire, que ce soit des faire-part, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, des petites boîtes pour mettre les dragées à l'occasion de baptême ou autre chose. On peut tout faire, on peut tout personnaliser. Il suffit d'avoir votre idée ou alors votre photo ou ce que vous avez dans la tête. Nous, on va appliquer ce que vous souhaitez, tout simplement. C'est parfait, je pense que c'est assez clair. On va pouvoir bientôt conclure cette interview en parlant enfin d'un dernier sujet. Est-ce qu'on peut discuter par exemple un petit peu du contexte du marché dans lequel JMCell évolue, notamment d'un côté en faisant le parallèle entre vous,
petite entreprise qui fait vraiment tout d'une manière artisanale, ainsi que vos valeurs. Et en face, par exemple, les grandes pontes comme Amazon qui, bien évidemment, sont aujourd'hui les plus utilisées. Hein. Amazon est une des plus grandes entreprises au monde. Elle fait partie des GAFAM. Mais qui a aussi son gros lot de polémiques et on va dire, ses exactions, pour être gentil. Alors évidemment, on parle d'Amazon parce que c'est le numéro mondial du market. C'est l'exemple le plus parlant. Voilà, donc c'est l'exemple le plus parlant, mais on a les mêmes choses avec ces discounts ou autre chose. Outre le manque de visibilité que l'on peut avoir à l'heure actuelle, alors pour l'instant qui est volontaire hein, quand même, parce que on a avec Célia, on a décidé de partir petit pour devenir grand, mais on a décidé aussi, comme on le dit souvent en Italie, qui va piano va salto, hein, donc qui va lentement va loin. On ne veut pas mettre la charrue avant les deux, on veut avoir la possibilité de se structurer et de pouvoir accueillir les commandes que l'on veut. Donc, on n'a pas fait normalement le référencement qui doit être fait sur un site. On travaille plutôt en local, en faisant du bouche à oreille. Aujourd'hui, on a décidé de mettre en place cette interview parce qu'on veut commencer à se faire reconnaître, mais on va se heurter inévitablement aux grands pontes qu'il existe sur Internet, et notamment Amazon. En fait, on se heurte parce que même si Amazon est numéro 1, ils font du personnalisé et pas du personnalisable. Personnalisé, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un qui vend un lot de t-shirts avec ça écrit dessus, quoi. Voilà, indiqué ou n'importe quoi. C'est pas personnalisable, c'est pas un t-shirt de couleur sur lequel on veut la photo de son enfant. Et donc du coup, ça minimise le travail qu'il y a à faire derrière. C'est-à-dire que on a une envie d'un t-shirt, on prend le premier t-shirt, je trouve ça joli, je le prends. Mais ça correspond pas de la personnalisation. Donc, on n'est pas réellement en concurrence avec Amazon. Par contre, Amazon garantit une livraison bien souvent avec son Amazon Prime en 24 heures, ce que nous, on ne peut pas faire, parce qu'on a du stock de t-shirts, mais vierge, qui attend qu'on le personnalise. Donc il faut qu'il y ait ce travail de personnalisation, mais avant ça, il faut qu'il y ait le travail sur l'image qui soit fait, même si ça prend que quelques heures ou quelques jours en fonction du travail qu'il y a à faire. Et il faut après faire les délais d'expédition. Nous avons pris le parti aussi de pas rentrer dans la polémique qu'on a entendue pendant le Covid ou autre d'Amazon, qui faisait des livraisons le dimanche et qui continue d'ailleurs à faire des livraisons le dimanche. Bien sûr, mais si on devait parler de l'ensemble des problèmes qui sont liés à la structure d'Amazon et qui sont liés à la qualité de travail, hein, vous en avez très certainement déjà entendu parler des différentes polémiques qu'il y a eu, hein, le fait que les équipiers qu'il y a au sein des entrepôts n'ont pas le temps de prendre des pauses et sont souvent obligés par exemple de se trimballer avec une bouteille pour pouvoir faire leurs besoins, ce qui est quand même, je pense, à mon sens, et je pense que tu es d'accord avec moi, gravissime. Oui, alors après il y a ça, mais il y a aussi, moi je travaille avec des transporteurs qui sont connus, hein, comme UPS ou La Poste ou Colissimo, qui me garantissent des délais de livraison classiques sans donner des délais de 24 heures. Ou alors, si on le veut en 24 heures, évidemment, il faut payer le coût là-dessus. Sur Amazon, on pense pas trop non plus au côté CO2 et à la pollution. Alors, je vais pas rentrer dans un truc bassement écologique ou quoi que ce soit, mais on sait très bien que de rouler en voiture, ça crée de la pollution. Et plus on génère du trafic en chargeant les camions de petits colis à livrer très rapidement, tel jour à telle heure, parce que le client l'attend, c'est indispensable, alors que c'est un t-shirt qu'il a besoin pour dans 15 jours lors d'un anniversaire. Je veux dire, il faut faire un choix aussi un peu au niveau écologique. Moi, mes transporteurs avec lesquels je travaille me disent que justement, pour participer à l'effort écologique,
Ils me font payer pas trop cher, mais ils garantissent pas un délai en 24 heures. Voilà, il s'agit en fait par leur biais de réduire au maximum les déplacements inutiles. Exactement, parce que là, pour le coup, ils font leur tournée en fonction des volumes qu'ils ont. En effet, moi, quand je vais faire une expédition, elle va peut-être pas partir le jour même, mais elle va peut-être partir le lendemain parce que ils ont 25 colis qui vont être livrés au même endroit. Ils minimisent les allers-retours à faire. Alors que Amazon, vous allez venir un jour chez un client, le lendemain, vous allez y retourner. Et le surlendemain aussi, d'ailleurs. Donc, au bout d'un moment, il faut penser à ce qu'il en est. Et puis moi, je ne peux pas livrer en 24 heures parce qu'en 24 heures, je ne peux pas créer le modèle visuel que veulent les gens parce que j'ai besoin de leur accord pour être sûr qu'ils veulent. Oui, bien qu'ils ne soient pas déçus derrière. Bien évidemment, mais comme tu as dit, toi, tu fais un service de personnalisation. Donc, il y a tout un travail graphique, il y a toute une bande d'œuvres déjà qui est mise en avant. Là où est-ce que Amazon, il n'est pas spécialisé sur de la personnalisation, c'est de la livraison pure et simple. Ouais, de la livraison de plein de produits. Même là, aujourd'hui, tu recherches mug personnalisé ou personnalisable. En premier, sur le site internet, tu as Amazon qui arrive, alors qu'ils ne personnalisent pas. Je veux dire, ils ont des fonds pour pouvoir, dans Google, être référencés, quoi qu'il arrive en premier. Donc, c'est-à-dire, en fait, que ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que, alors que Amazon n'a pas comme activité principale le fait de faire de la personnalisation, de faire vraiment un service qui soit dédié à à des demandes spécifiques pour les clients, ils mettent quand même des billes pour pouvoir récupérer les mots-clés et se garantir de se mettre en première tendance. Là où est-ce que d'autres entreprises auraient besoin de ces mots-clés, auraient besoin de ce genre de visibilité parce que la personnalisation est leur corps de métier. Alors, c'est pas du systématique, hein. Ça m'est arrivé qu'une ou deux fois, mais une ou deux fois en cherchant, comme ça, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Alors, on a dans les Google Ads, tu sais, les publicités qu'il y a, en tas de personnalisation, on a principalement les grosses sociétés qui sont réputées de personnalisation, comme OnePix en Espagne, avec lequel on a travaillé pendant un moment. On a quand même le Google Ads qui amène avec le mot personnalisable. Mais il suffit que dedans, dans la phrase que l'on recherche, c'est pointu quand même, hein, Google, dans la phrase que l'on recherche, il y a un mot, comment expliquer, mettons rasoir électrique personnalisable. Ça n'existe pas. Hein. Aucun site n'est capable de le faire. Oui, il suffit qu'il y ait un ensemble spécifique de mots comme Amazon, lui. Je comprends le principe. Comme Amazon, lui, il doit pas avoir, par exemple, dans ses premiers mots, le fait d'avoir le mot personnalisation. Par contre, il a d'ultra référencer le mot, les mots rasoir électrique. Et donc, du coup, effectivement, ça crée ce problème-là. En fait, ça génère, parce que si on commence à vouloir, parce que si les gens veulent vraiment être pointus et trouver, et en admettant que je fasse du rasoir électrique personnalisable, parce que je pourrais le faire, mais en admettant que je le fasse, j'aurai aucune chance d'arriver en première page devant Amazon, par exemple. J'aurai aucune chance. Parce que je suis... Alors, actuellement, je ne suis pas référencé, mais ce n'est pas le problème. C'est que le référencement... Même en termes de référencement, quand on voit déjà la popularité et l'ancienneté qu'a Amazon et surtout tout le budget qu'ils peuvent mettre dans ça, c'est ça. Il y a des domaines sur lesquels, à moins d'être aussi influent qu'eux ou d'avoir vraiment une popularité qui soit exponentielle, on n'a pas la possibilité de les déloger à ce niveau-là. Non, on ne pourra pas. Par contre, arriver sur la première page serait déjà quelque chose de bien. C'est déjà quelque chose de bien, oui, bien évidemment. Sauf que pour arriver sur la première page, il faut se différencier de ce que font tous les autres. C'est-à-dire que si je mets carte de visite personnalisée, je ne serai jamais sur la première page.
Il n'y aura pas Amazon non plus forcément, mais il y aura tous les grands groupes, il y aura certainement notre partenaire toulousain qui sera avant nous, il y aura plein de choses, ça c'est clair. Pour qu'on puisse se faire connaître, il faut qu'on fasse référencer ce qui n'existe nulle part. Et c'est pour ça qu'on recherche toujours, essentiellement, et qu'on teste avec des clients, avec de la famille, des produits qui n'ont pas l'habitude d'être personnalisés. Parce que c'est là notre réelle différence. Si c'est faire ce que font tous les autres, on sait le faire. Mais ils sont, comme Amazon, depuis plus longtemps que nous sur le marché. Ils ont déjà des opinions de leurs acheteurs. Un acheteur qui est content n'est pas forcément volatile. S'il est content du travail, il va continuer, il va savoir qu'à chaque fois, il peut personnaliser. On va, nous, se différencier par rapport à ce qui n'existe pratiquement pas là. Et c'est là où il va falloir qu'on joue notre référencement sur ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des clients qui vont aller chercher quelque chose qu'on n'a pas l'esprit à personnaliser. Oui, puis ça peut créer en soi un marché, alors qui au début sera un marché de niche, bien évidemment, mais qui, par un effet de mode, par exemple, pourrait ensuite énormément augmenter. Totalement. Pendant le Covid, par exemple, j'avais une personne qui m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas des masques ?» Je lui ai dit « Parce que tout le monde va les faire. » Oui. Ça n'a aucun intérêt que je me mette dans quelque chose que tout le monde va faire. Donc, en effet, tous les masques de chirurgie ou autres de couleurs qu'on veut personnaliser, c'est personnalisable. Les gens sautent sur les opportunités quand elles se présentent. J'ai pas envie, moi, d'attendre qu'il y ait une catastrophe ou une épidémie ou une pandémie pour dire, tiens, je vais vendre ce que vend tout le monde. Ça n'a, pour moi, aucun intérêt. Moi, ce que je veux vendre, c'est des choses que les gens ont envie d'avoir au quotidien, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir personnalisé, avec quelque chose qui leur fait terriblement envie. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. De toute façon, on restera toujours derrière les multinationales comme Amazon, parce que on n'a pas la capacité à être comme eux, et ils ont tellement pignon sur rue. C'est surtout que vous n'avez pas la capacité d'être comme eux. Oui, déjà ça c'est un fait, mais vous n'avez pas l'intention de devenir comme eux non plus. Surtout pas. Il faut rappeler ça. Surtout pas, non, surtout pas. De toute manière, comme on a dit, comme je répéterai plusieurs fois par le biais des émissions, comme je répéterai plusieurs fois si jamais il y a d'autres types de production qui s'annoncent. Notre objectif, autant à toi qu'à moi, et dans tout ce qu'on essaye de construire, et je pense que c'est sur ça qu'on va pouvoir conclure la vidéo, c'est vraiment de mettre en avant le local, de mettre en avant tout ce qui est à l'encontre de ces multinationales tentaculaires, de pouvoir redonner un petit peu cette image artisanale que peuvent avoir diverses sociétés, de pouvoir donner plus de voix à des associations qui ont des projets fabuleux. C'est quelque chose qui est important, qui devient de plus en plus important dans le contexte qu'on est aujourd'hui. Moi, je vais te dire un truc qu'un de mes collègues de travail dans la société où je suis employé m'a dit il y a quelques jours en arrière. On était en train de se faire un petit barbecue et il avait acheté des grillades à Intermarché. Et on était sur la discussion, et je dis le bœuf il est pas mauvais. Il me dit pour le coup c'est vrai qu'il est pas mauvais. Tu sais pas, moi je préfère quand même manger moins de viande, moins souvent, mais aller l'acheter à mon boucher parce que je sais que j'ai de la qualité. Alors moi je terminerai pas ça parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi j'ai envie d'être le petit boucher de quartier. Je m'en fous qu'on me commande 50 t-shirts tous les jours. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui me commandent des t-shirts savent que c'est des t-shirts de qualité et que, outre le prix qui est de toute façon pas plus cher qu'ailleurs, au moins ils auront de la qualité.
et que même s'ils en commandent pas souvent chez moi, je préfère qu'ils me le commandent à moi que ailleurs. Donc voilà, je veux être le petit boucher de quartier de la personnalisation. Pour s'inscrire dans une mouvance, comment dire, trouvons un adjectif, une mouvance, une mouvance un petit peu de petits producteurs, au final. Ouais, de petits producteurs. Tu sais, dans la région, en Ariège, tu as beaucoup de paysans, hein, et souvent, les meilleurs légumes, tu les as soit au marché, soit directement chez le paysan, et pourtant, tu les payes pas plus cher qu'à Intermarché ou Leclerc ou Lidl ou autre chose, et souvent, tu les payes même moins cher. Seulement, on est dans une économie mondiale et intermondialiste, hein, d'ailleurs, qui fait que on a une culture de l'achat et qu'on n'a pas le temps et qu'on fait ses courses au drive et qu'on prend plus le temps d'aller marcher 2 secondes au marché, discuter avec les gens et payer moins cher nos fruits ou légumes qui sont en plus de bien meilleure qualité. Alors, je fais pas l'apanage de ça, hein. Je suis un consommateur comme tous les autres, hein. Et bien souvent, j'ai pas le temps d'aller au marché parce que j'ai ça à faire. Mais si on compare bien, on paye pas plus cher en allant voir des producteurs ou en allant au marché que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, hein. Et aujourd'hui, les grandes surfaces ne s'arrêtent pas qu'à l'alimentaire, hein. Elles font aussi de l'électronique, ce qui a pas mal tué les monteurs de PC à l'époque. Et bientôt, peut-être qu'elles te feront des personnalisations, puisqu'elles récupèrent de l'encre ou des tas d'autres choses. Donc, on ne sait pas où vont s'arrêter les grandes surfaces. Mais comme Amazon, c'est difficile d'être concurrentiel quand ils ont un budget publicitaire que nous, on n'a pas. Vis-à-vis de tout ça, je pense qu'on peut conclure, hein. Au final, notre combat est de faire front contre ces entreprises qui tuent les initiatives de petits acteurs comme nous ou comme les petits producteurs de légumes ou les petits bouchers de quartier. Et il faut vraiment... il faut continuer, hein. Il continue, pourquoi pas nous, hein. Nous, on commence, on va continuer. Il faut continuer, il faut s'associer pour pouvoir refaire barrage, tout simplement. Voilà, exactement. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup merci Nicolas. Pour cette interview. Merci papa. Merci fiston. Et puis je te dis peut-être à une prochaine si tu as un besoin. Bien évidemment. Sur lequel on doit parler. Les réseaux sociaux, ça m'intéresserait, tu vois, pour le coup, parce que c'est quelque chose que je dois développer, mettre en place. Donc, ça peut être aussi l'occasion d'en je pense que ça fera peut-être l'objet effectivement de discussions futures. On refera une interview dans le cadre de l'informatique GMB, justement. D'accord. Et donc, du coup, on va pouvoir conclure. Je vais m'adresser directement aux auditeurs. Merci aux personnes qui ont d'avance qui ont lu cette vidéo. Merci à celles qui vont éventuellement la regarder. Si jamais ça vous a plu, comme je vous ai dit, laissez un like, un commentaire, nous faire un petit retour pour voir si vous avez bien aimé et tout ça. Et puis on se dit à la prochaine pour le prochain featuring. Bonne journée à vous.